La panique était généralisée. On a vu des navires bondés de milliers de réfugiés. C'était chacun pour soi. Quand on a envisagé l'évacuation, la grande question, la plus difficile, a été qui va partir et qui va-t-on laisser derrière? J'ai emprunté un camion, puis j'ai donné le signal aux miens, c'est-à-dire un groupe de majors, de lieutenants-colonels et de colonels sud-vietnamiens et leurs familles. Rassemblez-vous à telle adresse, au centre-ville de Saïgon. Je m'y suis rendu, ils sont montés à bord du camion et je les ai conduits à la base aérienne. Je leur ai dit, quand vous entendrez 3 coups, empêchez les pleurs des bébés, ne respirez pas, ne parlez pas, ne faites aucun bruit, car vous franchirez alors la barrière. J'ai salué le garde, je portais mon uniforme de capitaine de l'armée des États-Unis. Le garde m'a fait signe de passer et j'ai roulé directement vers la piste où l'avion attendait. Un colonel vietnamien qui voulait rester pour défendre son pays faisait monter ses 8 enfants et sa femme à bord de l'avion. Il pleurait. La famille pleurait. Je lui ai dit, montez à bord, partez, partez. C'était un horrible dilemme moral, horrible pour tous. We today have concluded an agreement to end the war and bring peace with honor in Vietnam. We have adopted a plan for the complete withdrawal of all U.S. combat ground forces. We are finally bringing American men home. Nous avions négocié cet accord en pensant qu'il ne mènerait pas à la paix au sens américain, mais qu'il inaugurerait une période de coexistence pouvant mener à 2 États, comme en Corée. Nous savions que la réconciliation entre le Nord-Vietnam et le Sud-Vietnam serait extrêmement difficile, mais j'avais bon espoir. À la suite des accords de Paris, des soldats américains rentraient au pays. Mais moi, je retournais au Vietnam. On m'a assigné à Saïgon la première semaine d'août 1973, donc environ 6 mois après le cessez-le-feu.
Vu les effectifs du département d'État et de la CIA, les entrepreneurs chargés du maintien de l'infrastructure et les gens comme moi, j'estime qu'il y avait de 5 000 à 7 000 Américains au Vietnam. Bon nombre avaient une conjointe ou une petite amie vietnamienne, et souvent des enfants. Dans l'ensemble, il régnait un calme inquiétant et à bien des égards normal à Saigon. J'avais l'impression que nous allions rester là pendant encore longtemps. On m'avait assigné à l'ambassade américaine à Saigon. Je dirigeais les 84 gardiens de sécurité des Marines et je veillais à ce qu'ils restent en forme. Nous étions là pour protéger la vie des Américains, de même que l'enceinte. C'était un travail courant. L'ambassadeur s'appelait Graham Martin, originaire de la Caroline du Nord, comme moi. Il avait l'accent traînant typique du Sud. C'était un vrai gentleman, un guerrier dans l'âme. Il avait perdu un fils au combat au Vietnam et il n'allait pas laisser le Sud-Vietnam aux communistes. Il tenait à ce que les États-Unis continuent d'aider Saigon. Lors du cessez-le-feu de 1973, tout le monde a fêté à coups de Bloody Mary à l'ambassade des États-Unis. On pensait que la paix était imminente. Mais les accords de paix de Paris ont été un chef-d'œuvre d'ambiguïté. Pour que le président Thieu et les Sud-Vietnamiens acceptent les accords de Paris, le président Nixon avait tout mis en œuvre. Et dans une lettre, il avait promis au président Thieu que si les Nord-Vietnamiens violaient vraiment les termes de l'accord de Paris, les États-Unis réagiraient avec force. Autrement dit, ils reprendraient la guerre. Aux yeux des Nord-Vietnamiens, Nixon était un forcené. Il les terrifiait. Ils croyaient que si Nixon le jugeait nécessaire, il y renverrait l'armée de l'air américaine. Mais en août 1974, Nixon n'était plus là. Il avait démissionné à cause du Watergate. Et du jour au lendemain, tout a changé. Soudain, pour Hanoï, la voie vers Saigon était libre. La population du Sud-Vietnam avait bien raison de craindre les communistes vietnamiens. Durant la guerre, les communistes avaient été implacables. Par exemple, quand les Nord-Vietnamiens ont pris la ville de Hue, ils ont rassemblé des milliers de personnes fichées sur une liste noire, des enseignants, des fonctionnaires, des anticommunistes notoires, et ils les ont exécutés, voire enterrées vivantes dans certains cas. On était à 2 doigts de la panique. Hundreds of thousands of refugees are in a blind rush to flee even further from the rapidly advancing communists. Bruce Dunning reports. President Thieu broadcast a strong appeal to the soldiers and the people of Da Nang, urging them to stay and fight. Nous avions des ordres très conflictuels. Un jour, on nous ordonnait de défendre Da Nang. Le lendemain, de l'abandonner. As the enemy approaches, the panic has swept from the coastal city's crowded back streets and pagodas onto runways at the airport.
Our plane is surrounded here. I don't know how the hell we're going to get out. We're racing down the runway, leaving behind hundreds and thousands of people. Another dozen are there running along, grabbing at the air stair. We're pulling them on as fast as we can. There's a sea of humanity jamming on. Impossible to stop the crowd. We're pulling away. We're leaving them behind. We're pulling up with the... People are falling off the air stairs. The plane is taking off. C'était chacun pour soi. Des avions de World Airways ont été assiégés par des soldats sud-vietnamiens. On a vu des navires bondés de milliers de réfugiés, y compris de nombreux soldats. La panique était généralisée. Les bateaux, les avions, tout ce qui allait vers le sud était assiégé par ceux qui voulaient monter à bord. Les Américains partaient et le château de cartes s'effondrait. Les Nord-Vietnamiens avaient opté pour l'escalade afin de voir si les États-Unis allaient réagir. Des gens comme moi et d'autres ont pris le taureau par les cornes et nous avons organisé l'évacuation. Pour moi, ça voulait dire des amis, des officiers supérieurs de l'armée sud-vietnamienne. En avril 1975, j'étais avec le président Gerald Ford. Nous survolions le pays à bord de l'avion présidentiel Air Force One. Un membre de l'équipage m'a alors remis une note. Da Nang est tombé. Ford a été bombardé de questions à sa descente de l'avion. Around 150 to 175,000 well-trained North Vietnamese regular forces in violation of the Paris Peace Accords moved into South Vietnam. We have objected to that violation. It's a tragedy unbelievable in its ramifications. Nous vivions maintenant une crise. Une vague humaine de 500 000 réfugiés déferlait vers le sud, vers Saigon. Et 160 000 soldats nord-vietnamiens avançaient derrière eux. J'étais si inquiet que j'ai consulté nos meilleurs agents sud-vietnamiens pour qu'ils nous informent des plans des Nord-Vietnamiens, qui évoluaient très vite, de toute évidence. Le 8 avril, j'ai rencontré un de nos meilleurs agents. Il m'a dit « Les communistes vont se rendre à Saigon. Ils y seront pour l'anniversaire de Ho Chi Minh, soit le 19 mai, dans un mois. » Communist forces in South Vietnam, already solidly in control of 11 provinces, began working on yet another one today, Binh Dinh. On faisait de son mieux, sans penser à l'avenir. On ne pouvait réparer ni remplacer le matériel. Les hôpitaux de campagne devraient réutiliser les pansements. Les obstacles étaient nombreux. On ne savait pas si on tiendrait longtemps. Tous les jours, je notais sur une carte l'avance des Nord-Vietnamiens. Le 5 avril, 15 voire 16 divisions nord-vietnamiennes se dirigeaient vers Saigon. Elles transportaient des missiles SA-2 pour la défense antiaérienne des troupes. Certains disaient « Il faut faire une planification sérieuse, car selon l'évolution de la situation, et elle n'augure pas bien,
Il faudra peut-être procéder à une évacuation. Mais l'ambassadeur Martin ne tolérait pas ces idées. C'était du défaitisme. Ça allait à l'encontre des attentes de ceux que nous devions aider. Mais les gens voyaient bien ce qui se passait. Et ils ont commencé à partir. Les Américains, surtout. Il y avait un plan d'évacuation à l'ambassade, en permanence. En cas d'urgence, on allait évacuer tous les Américains encore au pays, soit environ 6 000 personnes, et aucun Sud-Vietnamien. J'étais étudiant. Les écoles n'étaient pas fermées, mais elles ne semblaient intéresser personne. On ne pouvait rester ici et vivre avec les communistes. Surtout si on avait eu des relations avec les Américains. Il fallait vraiment partir. Si on dressait la liste des Sud-Vietnamiens qui couraient un danger, nos proches collaborateurs durant la guerre, le nombre aurait atteint 150, 200 000, et beaucoup plus si on inclut les familles. Mais envisager ou planifier l'évacuation des Américains, sans parler de celle des Vietnamiens, c'était une abomination à l'ambassade. If you mean that South Vietnam is on the imminent verge of collapse, I think the answer is quite definitely no. The situation in South Vietnam has reached a critical phase, requiring immediate and positive decisions by this government. There are tens of thousands of South Vietnamese employees of the United States government, of news agencies, of contractors and businesses for many years, whose lives, with their dependents, are in very grave peril. I am therefore asking the Congress to appropriate without delay $722 million for emergency military assistance for South Vietnam. If the very worst were to happen, at least allow the orderly evacuation of Americans and endangered South Vietnamese to places of safety. Il n'était pas question en 1975 que le Congrès vote la moindre aide financière au Sud-Vietnam. Nous avions retiré toutes nos troupes en 1973 et l'opinion publique avait alors fait volte-face. Après l'affaire Watergate et la duperie des généraux, la population des États-Unis n'allait accorder aucune aide à l'Asie du Sud-Est. Et Kissinger le savait. Ma carte avait l'air de cela à la mi-avril. Les Nord-Vietnamiens descendaient le long du littoral. Saigon était menacé. La situation était urgente. Et c'était peu dire. À ce moment-là, l'ambassadeur Martin était retourné à Washington pour tenter de convaincre le Congrès d'accorder une aide additionnelle. Il est revenu à Saigon et mon patron, le directeur local de la CIA, a dit « Va informer le vieux ». J'y suis allé et j'ai dit « Monsieur l'ambassadeur, la moitié de l'armée du Sud-Vietnam s'est désintégrée. La situation est grave. S'il vous plaît, planifiez l'évacuation, qu'on puisse au moins dresser la liste des Sud-Vietnamiens qu'on doit secourir. » Et il a dit « Non, Frank, ce n'est pas si sombre. Je refuse d'avoir une discussion aussi négative. » De jeunes officiers, à l'ambassade, ont entrepris de monter une opération clandestine, faisant appel aux avions cargo, à l'insu de l'ambassadeur.
Des gens comme moi et d'autres ont pris le taureau par les cornes et nous avons organisé l'évacuation. Pour moi, ça voulait dire des amis, des officiers supérieurs de l'armée sud-vietnamienne. L'armée nord-vietnamienne approchait de Saigon et ces personnes étaient condamnées à mort. J'avais convenu du signal avec mes amis du service du renseignement. Si je disais « j'organise un barbecue », ça voulait dire « rendez-vous à un endroit désigné avec vos proches et n'apportez qu'une valise, car vous allez à un party ». Mais il était convenu que ce party signifiait que j'allais les évacuer. Les Black Ops violaient les règles. Soit vous n'êtes pas autorisé à faire sortir des soldats vietnamiens qui ont le devoir de rester et de se battre. Nous savions très bien que si nous étions pris, nous serions expulsés du pays et que ce serait la fin de notre carrière. Mais parfois, il y a des enjeux qui ne portent pas sur ce qui est légal ou illégal, mais ce qui est bien ou mal. Ce n'était pas une évacuation officielle. Nous n'avions toujours pas de plan d'évacuation des Sud-Vietnamiens qui étaient à risque parce que nous avions un ambassadeur qui tergiversait. En avril, j'étais à Can Tho, à environ 150 km de Saigon. Selon les rapports, la ville, la province et ainsi de suite allaient être prises. Puis l'attaque a commencé. Le sergent Hasty est venu me faire rapport de l'étendue des dommages. Can Tho a subi des tirs d'artillerie soutenus. Les Nord-Vietnamiens s'étaient emparés de quelques batteries de tir des Sud-Vietnamiens qu'ils ont retournées contre le centre-ville de Can Tho. On savait que la situation était mauvaise. On assistait à l'érosion de l'armée sud-vietnamienne. Elle n'était plus approvisionnée et on voyait que l'armement diminuait. Selon les termes des accords de Paris, nous devions réapprovisionner les Sud-Vietnamiens. Ils étaient à court de choses aussi simples que du barbelé et du sable pour remplir des sacs. Ils rationnaient leurs obus, car il manquait de munitions. Le projet d'aide était bloqué au Congrès et l'aide militaire ne venait pas. Quand le président Ford a dit au Congrès qu'il était prêt à accorder aux Sud-Vietnamiens toute l'aide qu'il pourrait convaincre le Congrès de leur accorder, il avait deux grandes préoccupations. La première était de sauver le plus de personnes possible. Il se préoccupait des êtres humains. Ce n'étaient pas des pions qu'on allait abandonner quand ils auraient perdu leur pouvoir militaire. La deuxième, c'était l'honneur des États-Unis. Ne pas être perçu comme le pays qui a planté un poignard dans le dos du Sud-Vietnam agonisant. Le Congrès n'allait pas l'approuver. Ils ont dit « ça suffit. Fini l'envoi de troupes, d'argent, d'aide aux Vietnamiens ». J'ai dû me rendre au bureau du président Ford. Depuis que je le connaissais, jamais je n'avais entendu le président Ford dire un juron. Mais quand je lui ai relaté cela, il a dit « les enfants de chienne ». Je pense qu'il y avait 50 navires en tout. Nous n'étions pas les seuls, il y avait plein de navires. Nous attendions en vue de l'évacuation des Américains.
J'étais un très mauvais correspondant. Ma femme m'envoyait 10 fois plus de lettres que moi. Elle était mécontente et elle a dit « On va s'échanger des cassettes ». J'entrais dans ma cabine, je mettais le magnétophone en marche et je lui racontais ce qui se passait. I really don't know where to start. It's been such an unusual couple days for us. We went with the rest of this huge task force of ours up to about 20 miles off the coast, basically east of Saigon. Comme la plupart des missions navales, elle avait été planifiée avec soin, à l'extrême. La chaîne de commandement, autant que je sache, à titre de capitaine d'un corps des Marines des États-Unis, et je pense bien la connaître, c'est que la décision d'une évacuation incombe à l'ambassadeur Graham Martin. Mais les militaires doivent lui communiquer toutes sortes de plans. Et c'est ainsi qu'on a eu ces 4 options. La première consistait à remonter le fleuve Saigon avec des navires commerciaux jusqu'à quelques rues de l'ambassade. On y ferait monter tous ceux qu'on veut faire sortir et ce serait tout. Pour la deuxième option, United, Continental et Flying Tiger utilisaient encore la base aérienne de Tan Son Nhut à l'époque et on pouvait sortir qui l'on voulait à bord des vols commerciaux. La troisième option faisait appel aux avions militaires, les C-5A et les C-141, qui auraient pu évacuer beaucoup de monde de Tan Son Nhut. La toute dernière option était les hélicoptères des porte-avions de la base navale de Tan Son Nhut. Le corps des Marines en avait 75. Les hélicoptères étaient le tout dernier recours. Ils ne volent pas très vite, ils ne transportent pas autant de monde. C'était au cas où tout le reste ne fonctionnerait pas. Je suis arrivé au Vietnam en fin de journée, le 24 avril 1975. La rumeur courait à Saigon. On ferait peut-être une dernière tentative pour tracer une ligne à Saigon afin que le Sud reste une république libre. Ce genre de choses. Et ces rumeurs allaient bon train. Les combats se déroulaient près de Saigon, mais pas encore dans les rues de la ville. J'ai servi en tant qu'officier de marine durant 3 périodes et demie au Vietnam, dont 2 à titre de conseiller des forces spéciales auprès d'une division fluviale de 20 navires. Et ils étaient tous vietnamiens. Je pouvais compter des blagues en vietnamien. On finit par rêver en vietnamien. En 1975, ma mission consistait à détruire le plus de bateaux et de navettes possible, tout ce que je jugeais utile à l'ennemi. J'ai rencontré le capitaine Do Kiem, l'officier responsable des opérations de la marine vietnamienne. Il a dit « La situation devient désespérée. Vous devez m'aider à préparer un plan afin que les navires que nous ont donnés les États-Unis ne tombent pas aux mains des communistes. » Le plan consistait à faire descendre tous les grands navires de la marine sud-vietnamienne par le fleuve Saigon jusqu'à la mer. On irait jusqu'à l'île de Con Son. Ça devait rester un secret. Si on l'apprenait, ça risquait d'affecter le moral des citoyens. On savait qu'il restait environ 5000 Américains au pays. Plusieurs avaient une femme vietnamienne, une maîtresse, peu importe. Ils n'étaient pas partis. Ils nous disaient essentiellement, on ne part pas sans nos familles. Finalement, l'ambassadeur nous a autorisés à contourner les lois de l'immigration et à les faire sortir du pays. On a amorcé l'opération visant à faire sortir les Américains et leurs personnes à charge vietnamiennes.
Ce n'était pas une évacuation officielle. Nous n'avions toujours pas de plan d'évacuation des Sud-Vietnamiens qui étaient à risque parce que nous avions un ambassadeur qui tergiversait. The president also asked Congress for authorization to use American troops here to evacuate Americans and Vietnamese who work for Americans. If it were necessary. You have plans for that? Well, of course, every embassy in the world has plans for it. You think it will be necessary? I have that again. You see, is a judgment that I can't possibly make at this time. We have been reducing the population here as a measure of prudency, and we'll take measures to reduce it further as a question of prudence. L'ambassadeur était extrêmement frileux à propos de l'évacuation, et c'était compréhensible. Il ne voulait pas signaler qu'on planifiait une évacuation, voire qu'elle était en cours. Il craignait que ça ne déclenche la panique. Il fallait partir. Et à Saïgon, à l'époque, ça dépendait de ceux qu'on connaissait. Le mot-clé, c'était les contacts. Bien des gens ont tenté de retirer leur argent, car avec de l'argent, ils pourraient sans doute trouver un contact leur permettant de partir. Vous voulez partir? Donnez-moi tant d'argent. Un gars m'a dit, dis aux membres de ta famille de venir à tel quai, je vais les y attendre. Bien sûr, ils ont pris l'argent, mais ne nous ont jamais aidés. Ce matin-là, il devait y avoir au moins 10 000 personnes qui entouraient littéralement l'ambassade. Ils étaient patients. Ils voulaient désespérément y entrer. C'était le chaos à Saïgon à l'époque. Tout le monde cherchait à partir le plus vite possible. Bien sûr, les Américains pour lesquels nous travaillions avaient un plan. Ils nous ont dit de nous réunir à un endroit donné, une maison secrète, près de l'ambassade américaine, et d'attendre les autocars. Pour sortir des gens de là, nous devions agir et transporter les Vietnamiens aux gros avions d'une manière ou d'une autre. Et le seul moyen, c'était de maintenir l'aéroport ouvert le plus longtemps possible. L'ambassadeur Martin espérait encore que ça ne se terminerait pas par une attaque des Nord-Vietnamiens qui humilierait les États-Unis à Saïgon. Mais il semble que les Nord-Vietnamiens avaient d'autres idées. What may be the final battle of Saigon has begun. Communist ground forces have started moving in on Saigon's Tan Son Nhut Airport. Rockets exploded all over the base, touching off 3 major fires. La base aérienne était pilonnée par l'artillerie. Je sentais les obus. Ils explosaient si près qu'on entendait les éclats qui touchaient la clôture derrière nous. Il était très clair que la donne avait complètement changé. Il ne devait y avoir aucun problème. Et alors, bien sûr, la peur s'est installée parce qu'on savait qu'ils étaient sérieux. Allait-il continuer à bombarder Tan Son Nhut?
Il nous avait servi un avertissement. Partez. Au lever du jour, le général Smith, notre attaché à la défense à Tan Son Nhut, a contacté l'ambassadeur. Il lui a dit « Le plan d'évacuation des milliers de personnes à bord d'avions militaires ne va pas fonctionner. Il faut envisager la quatrième option, les hélicoptères de transport lourd. » L'ambassadeur Martin ne voulait pas. Il a dit « Je vais m'y rendre, je veux voir. » Ce qu'il a fait. Il est monté dans une berline. Il avait du cran. Il y avait encore des tirs d'obus, des tirs sporadiques. Il a vu les cratères laissés par les obus de l'artillerie nord-vietnamienne sur la piste principale. Et on a convenu que la recommandation de passer à la quatrième option faite par le général Smith n'était pas prématurée. Il était clair que, jusque-là, l'ambassadeur Martin craignait qu'en amorçant l'évacuation, on donnait le signal que c'était la fin. N'oubliez pas que cet ambassadeur avait perdu son fils unique lors des combats au Vietnam. Il s'était investi dans ce pays. Il espérait encore une solution alternative qui aurait permis au Sud-Vietnam de conserver une sorte d'indépendance ou d'autonomie. Et on l'avait encouragé à croire que c'était possible. Mais le matin du 29 avril, il a fini par accepter le fait que ça ne se ferait pas. And I picked up the phone and told Secretary Kissinger to inform the President that I had decided that we would have to go to option 4. This is the American Forces Vietnam Network. La radio américaine de Saigon a diffusé le signal convenu pour l'évacuation. Le message était « La température est de 105 degrés et elle monte ». Puis, la chanson White Christmas, interprétée par Bing Crosby. Et bien sûr, vers 10 heures, le matin du 29, la radio a diffusé la chanson de Bing Crosby. Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear. Ce matin-là, l'ambassadeur Martin a reçu un message disant que dans moins de 24 heures, la présence américaine au Vietnam devait cesser. C'est-à-dire que nous devions en être partis. Il était évident qu'il fallait un plan rapide d'évacuation par hélicoptère de l'ambassade à la flotte. Et nous avions moins de 24 heures. Ce matin-là, il devait y avoir au moins 10 000 personnes qui entouraient littéralement l'ambassade. Le complexe de l'ambassade était de la taille d'un quadrilatère urbain, un grand complexe. Et de chaque côté, c'était bondé sur 100 mètres. Heureusement, la foule était assez bien contrôlée. Ils étaient patients. Ils voulaient désespérément y entrer. C'était comme si tout Saigon voulait entrer à l'ambassade américaine. Il faut connaître quelqu'un. Pour ma part, j'ai vu mon ami et il m'a remis un petit document nous permettant d'entrer. Nous sommes allés à plusieurs à l'ambassade. Puis, mon ami a montré le document aux gardes. Il nous a identifiés en nous montrant du doigt et un à un, nous sommes entrés en ambassade.
En entrant, je me suis senti très bien. J'étais aux États-Unis, presque. Il y avait une cour et une piscine, et nous nous sommes rassemblés autour de la piscine. Il y avait 1000 personnes là, et il en entrait sans cesse d'autres. Ce matin-là, les hélicoptères de la CIA ont commencé à évacuer des personnes des toits des immeubles de la ville pour les transporter à l'ambassade. Où que l'on regarde, l'ambassade était bondée de Vietnamiens. Nous en avons dénombré environ 2800. Il allait de soi que quelqu'un les avait fait entrer à l'ambassade. Les Marines qui assuraient le service de garde avaient-ils fermé les yeux? Les employés de l'ambassade avaient-ils procédé comme on le faisait lors des opérations clandestines, en veillant sur les leurs? On n'a jamais élucidé tout cela. Et franchement, on n'a jamais poussé l'enquête. Un des Marines m'a dit, on devrait s'occuper du tailleur. Il y avait un tailleur qui confectionnait tous nos vêtements civils. Alors j'ai dit, pourquoi pas le cuisinier aussi? Et il a dit, le cuisinier et tous les autres cuisiniers, ils devraient partir. Ils ont traité avec les Américains. Alors ils ont pris le camion de la boulangerie, ils sont allés chercher le tailleur, les cuisiniers, les plongeurs et d'autres employés avec les membres de leur famille, et ils les ont conduits à l'intérieur de l'enceinte de l'ambassade. La tâche suivante a été de nous attaquer à ces documents classifiés. Nous sommes allés dans tous les bureaux demander qu'on rassemble ces documents. Les piles se sont formées et on a entrepris de les déchiqueter. Il y avait un petit immeuble où on gérait la paye des employés vietnamiens de l'ambassade. Il y avait plus d'1 million de dollars en devises américaines. On a dû envoyer un message à la marine. Elle l'a transmis au département du Trésor qui a répondu de détruire l'argent. J'ai confié cette tâche à quelques Marines. Et je leur ai dit, « Oh, je dois vous signaler qu'on va vous enfermer là. » Il aura fallu 8 heures pour brûler 1 million de dollars. Ce matin-là, la peur et le désespoir régnaient. J'avais une tâche qui me semblait importante. Éviter que l'ennemi ne mette la main sur les navires de la marine sud-vietnamienne. Monsieur Armitage a appelé. Il a dit, « Capitaine Kiem, il faut partir aujourd'hui. » Il y avait quelques navires en mauvais état. Nous devions les mettre en marche, même avec un seul moteur. Nous nous attendions franchement à avoir plus de temps pour nous préparer. Les gens des services du renseignement nous avaient dit qu'on aurait peut-être jusqu'au 4 mai. Mais les Nord-Vietnamiens approchaient et il était temps de donner le signal du départ. Nous avions 32 navires opérationnels. J'ai dit à Richard Armitage que nous devions réunir le plus de matelots possible. Mais ils devaient être autorisés à monter à bord avec les membres de leur famille. Sinon, ils ne partiraient pas. J'étais au courant. Mais je ne savais pas combien de civils allaient monter à bord. Je n'en avais aucune idée. En vérité, la planification de l'évacuation ne relevait pas d'un officier de mon rang. Mais quand on sait qu'une chose est juste, on doit faire fi des règles et suivre son cœur.